Le 22 novembre 1944, les unités de combat de la 2e division blindée engagent une manœuvre périlleuse à travers le massif vosgien. Le lendemain, les chars progressent 50 km derrière les lignes allemandes, vers la ville symbole capitale de l'Alsace annexée depuis 4 ans, Strasbourg. Derrière cette action audacieuse, un serment insolent, prononcé 3 ans auparavant, le 2 mars 1941, par une poignée d'hommes démunis de tout dans le néant du désert libyen, l'oasis de Koufra. Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Cette promesse, c'est aussi la résolution d'un homme, Philippe de Haute-Cloque, officier de cavalerie de la promotion de Saint-Cyr, Metz et Strasbourg, blessé, prisonnier, évadé 2 fois pendant la campagne de France. Ce père de 6 enfants rejoindra la France libre pour s'engager volontaire sous un nom de guerre, Leclerc, un patronyme répandu de sa Picardie natale afin de protéger les siens. Avec sa division, il a accompli un exploit inimaginable 4 ans auparavant. Car en août 1940, rien ne le destine aux victoires qu'il remportera plus tard. En Afrique, l'homme a autour de lui une poignée de volontaires pour assurer la mission que lui a confiée le général de Gaulle. Rallier des territoires de l'Afrique équatoriale française. Leclerc réussit en 3 mois cette tâche ardue. Le Congo, le Cameroun, l'Oubangui-Chari, le Gabon rejoignent le Tchad, premier territoire rallié à la France libre. Pour de Gaulle, cette terre d'Afrique est l'occasion de montrer au monde que la France poursuit le combat. Le général lui a désigné des objectifs italiens en Libye. L'un d'eux pourrait incarner la détermination des Français libres. L'oasis de Koufra. Koufra est une palmeraie restée longtemps un lieu secret du désert. À une autre époque, elle fut la capitale de la confrérie Sénoussi. C'est aussi l'orgueil du maréchal Graziani, le chef d'état-major de l'armée de Mussolini, qui a ravi cette région de haute lutte moins de 10 ans plus tôt pour achever la conquête de la Libye. S'emparer de ce lieu stratégique au cœur du désert libyen, c'est priver l'ennemi d'une base logistique d'importance vers le canal de Suez et l'Égypte, où les combats avec les Britanniques ont commencé depuis septembre. C'est aussi isoler l'Italie dans une étape incontournable vers ses possessions de la Corne de l'Afrique. Son aérodrome et son relais radiogoniométrique sont essentiels pour mener la guerre dans cette région. Mais pour atteindre cet ennemi lointain, Leclerc va devoir parcourir 1000 km à travers le désert hostile. Un exploit que beaucoup considèrent quasi impossible. Car la guerre dans cet environnement est un défi logistique et humain. Les températures y interdisent les combats pendant 9 mois de l'année. La navigation se fait à la boussole, au compas solaire ou en se référant aux étoiles, comme en pleine mer. En décembre 1940, désormais commandant militaire du Tchad, Leclerc ne dispose que de 3 mois pour effectuer cette opération. Il réussit à camoufler au milieu du désert 150 000 litres d'essence et 1 mois de vivres et de munitions sur la route vers l'oasis. Il rassemble le maigre armement disponible, fait réparer et modifier tout ce qui peut rouler. Pour combattre, il souhaite mettre sur pied une colonne motorisée. Ce concept n'existe pas en Afrique noire. Mais les Britanniques ont constitué en Égypte une force de 150 hommes avec des véhicules adaptés à la guerre du désert, le Long Range Desert Group.
Leclerc s'appuie sur cette petite troupe venue à sa rencontre au Tchad. Les hommes du capitaine Clayton, un géographe militaire spécialiste du désert. Le 11 janvier 1941, le groupe franco-britannique détruit l'aérodrome et l'émetteur radio de Mourzouk. Le lendemain, ils capturent le fort de Tragen et obtiennent l'adhésion des populations locales. Mais la mort dans l'opération de Jean Colonna d'Ornano, l'adjoint militaire de Leclerc au Tchad, assombrit les succès. L'opération vers Koufra reste possible, mais devient fragile et aventureuse. Les premières reconnaissances aériennes montrent que la disproportion entre les forces de Koufra et celles de Leclerc est considérable. Le maréchal Graziani, pour conquérir les lieux, avait mobilisé 3000 soldats avec de l'artillerie et de l'aviation. Malgré la réticence de ses subordonnés, le 26 janvier, Leclerc décide de mettre en mouvement la colonne. 90 véhicules récupérés et bricolés, 300 tirailleurs à l'armement inadapté, encadrés par une centaine d'Européens. Des clochards épiques, dira André Malraux. L'opération est renforcée par les 60 hommes de Clayton qui avancent vers l'oasis en éclaireur. Malheureusement, le 31 janvier, les Britanniques sont repérés au sud de l'oasis et pris dans une embuscade. Désormais, l'ennemi sait qu'il sera attaqué. Malgré les risques, Leclerc décide de poursuivre et prend la tête de la colonne de reconnaissance. Dans la soirée du 7 février, il débouche sur son objectif. Les Italiens enfermés dans le fort sont particulièrement méfiants. Leclerc obtient des populations locales de précieux renseignements sur la garnison. Il réussit à détruire les stations météo et de radiogoniométrie, ainsi que 2 bombardiers se trouvant sur l'aérodrome. Le 17 février, il revient en force devant l'oasis. Les Italiens tentent une action pour éviter l'encerclement de la garnison. Mais malgré leur supériorité numérique, ils n'insistent pas face aux mordants des Français. Commence alors un siège particulièrement déséquilibré. Comment les hommes de Leclerc, moins nombreux et moins bien armés, vont-ils obtenir la reddition de cette garnison retranchée ? Leclerc multiplie les actions pour saper le moral des assiégés. Il harcèle la forteresse avec l'unique canon de 75 qu'il a pu emmener. Il effectue journellement entre 20 et 40 tirs. Il change de position constamment et donne l'illusion du nombre. Le 1er mars, profitant d'une trêve demandée par les défenseurs et avec un culot incroyable, Leclerc force l'entrée du fort, bouscule les officiers italiens et les contraint à la reddition. Le lendemain, ceux-ci constatent incrédules l'effectif modeste de leurs conquérants. Leclerc prononce devant ses hommes ce qui deviendra son célèbre serment. Le général de Gaulle, mis au courant de la nouvelle, télégraphie au colonel Leclerc. Le succès de Koufra est une grande date dans l'histoire de la libération de la France. Colonel Leclerc, je vous félicite. Vous venez de prouver à l'ennemi qu'il n'en a pas fini avec l'armée française. Je vous embrasse. Les sacrifices et les efforts n'ont pas été vains. Après la conquête du Fezzan en février 1943, la poignée d'hommes devient la force L, puis se transforme après recrutement en Afrique du Nord en 2e division blindée. Ce ne sont pas moins de 15 000 hommes, 4 000 véhicules, dont 300 chars, qui débarquent en France en août 1944, sur la terre sacrée, quittée 4 ans auparavant. Ces hommes parachèvent leur épopée hors du commun. La campagne de Normandie, la libération de Paris, la prise de Strasbourg le lendemain des 42 ans de leur chef,
C'est enfin l'entrée en Allemagne. La ruée vers Berchtesgaden atteint la veille de la capitulation de l'Allemagne. Ces soldats ont accompli leur destinée. Se relever et vaincre aux côtés des Alliés. Rendre à la France sa place immuable dans le concert des nations. Élevant par là même, en vérité, une phrase que leur répétait souvent leur général avant un combat. Surtout, ne me dites pas que c'est impossible.